pour ce faux départ, petit problème technique de son. Bienvenue à tous pour ce 7e épisode de Pole Position, l'émission des juristes innovants sur le thème ce mois-ci des LegalOps. Donc, je suis Valère, directeur marketing chez Legal Pilot, la solution d'automatisation et de gestion des contrats. Le concept est très simple, vous nous confiez vos modèles maison Word de contrat ou de documents juridiques de manière générale et on automatise ça pour vous pour une implémentation express et efficace. Voilà pour nous, pour Legal Pilot. Je suis aujourd'hui accompagné de Delphine Bordier, Christophe Diver et Jonathan Williams qui vont tous les trois se présenter mieux que moi. Donc, je laisse la parole aujourd'hui à Delphine. Bonjour à tous. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui à Lyon pour parler des LegalOps. Donc, je suis Delphine Bordier, je suis ancienne avocate et ancienne directrice juridique et aujourd'hui j'ai évolué dans les Legal Operations et je travaille comme manager de transition dans les directions juridiques et j'accompagne donc les directions juridiques pour optimiser leurs process, les transformer et aussi faire pas mal de communication en général. Donc voilà comment je peux me présenter devant vous. Super, bienvenue Delphine. Christophe ? Christophe Diver, ravi également d'avoir traversé une bonne partie de la France depuis Lille pour rejoindre tout le monde à Lyon. Fondateur de XLO, ancien directeur juridique et donc un cabinet qui accompagne des directions juridiques ou des entreprises qui n'ont pas encore de fonction juridique internalisée dans leurs sujets de structuration, d'organisation et de transformation, bien évidemment en connexion avec les autres acteurs de l'entreprise. Super, merci Christophe. Et merci d'avoir fait le déplacement. Jonathan. Jonathan Williams, comme mon accent l'indique peut-être, pas d'origine française, mais je ne suis pas venu d'Angleterre, j'habite à Paris, donc c'est plus simple que pour Christophe. Ancien procureur là-bas, et puis je suis venu en France, le barreau de Paris, et puis je suis tombé dans la marmite de la tech il y a 10 ans, et depuis 4 ans, je suis avec Callum, de Legal Ops Company, et on s'affaire à, comme tout le monde dit ici, Making Legal Shine. Comme ça indique, c'est comme le port-salut, c'est écrit dessus. Et en fait, je vais enlever ça parce que c'est très bien, mais c'est pas très respirable, c'est pas très. Donc on va mettre ça de côté. Et nous accompagnons les directions juridiques de toute taille avec le projet stratégique, orientation, structuration, les personnes, les process, la tech aussi, bien sûr. Super. Pour ceux qui nous suivent, n'oubliez pas que vous pouvez nous poser des questions, c'est l'intérêt du direct. Donc nos experts, nos invités experts sont là aujourd'hui pour répondre à toutes vos questions. Donc on les attend nombreuses, je l'espère. Et on va démarrer tout de suite. Donc on a un échange d'une heure tous les 4. Aujourd'hui, on est au Clé de Juliette, un hôtel particulier qui nous reçoit dans le 9e arrondissement de Lyon et qu'on remercie pour leur accueil. Et on va démarrer aujourd'hui tout simplement avec une définition de manière très classique. Si chacun peut en quelques mots nous dire sa vision des LegalOps, parce qu'il y a 12 compétences établies par le CLOC, c'est le consortium aux États-Unis qui est un peu la Bible, on peut dire, en termes de contenu LegalOps. Et donc ça recouvre beaucoup de choses potentiellement les LegalOps et je voulais savoir vous ce que ça veut dire pour vous LegalOps. Je vais commencer. Alors effectivement il y a énormément de choses à dire, on va essayer d'être un peu concis pour cette première question, mais pour moi LegalOps c'est la fusion en fait entre stratégie, technologie, expertise juridique et humain. Et il ne faut surtout pas oublier ce dernier point qui est en fait extrêmement important, peut-être le plus important des 4. Et effectivement, le LegalOps, il va aider à améliorer, à optimiser la productivité des juristes, à améliorer aussi leur quotidien en général, et donc rendre aussi plus visible la direction juridique dans l'organisation, dans l'entreprise. Et ça, c'est très important à mes yeux. Parce que du coup, ça veut dire aussi faire briller, c'est vraiment l'expression, de faire briller et faire reconnaître aussi la valeur des juristes dans l'entreprise. Et le LegalOps, c'est le bras droit en fait du directeur juridique qui va être là pour vraiment apporter une stratégie et qui va lui permettre aussi de participer en fait à la création de valeur de l'entreprise, à sa croissance.
C'est pas juste. Donc, parfois, il y a des petites confusions sur les LegalOps, parce que le terme n'est pas forcément en français très adapté, mais c'est un vrai sujet, parce que c'est pas très bien compris, en fait. Il n'y a pas de, Il n'y a enfin, pas il y a vraiment pas de traduction d'équivalent, à chaque et fois que quand il y j'en en a parle. une, elles sont très 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 longues, donc Oui. c'est pas très, voilà. Mais en tout cas, souvent, effectivement, c'est un juriste qui fait ça, mais il faut aussi savoir que le LegalOps, enfin, comme on fait nous, on fait plus le travail d'un juriste. Et ça, faut le dire, parce que il y a beaucoup de gens qui nous posent des questions, comment on devient LegalOps. Le LegalOps, il n'est plus juriste. Donc ça, il faut aussi bien le dire. Voilà, donc c'est aussi l'acteur du changement. On va beaucoup en parler, conduite du changement, transformation, etc. Mais il faut vraiment se rendre compte qu'il est dans la stratégie et il est là aussi pour définir les objectifs de la direction juridique en prenant en compte et en alignant sur ceux de l'entreprise. Et ça, c'est vraiment important, et d'où ce mot qui va revenir souvent, de la stratégie. Mais avant tout, pour moi, c'est une aventure humaine, en fait. Les LegalOps, c'est vraiment une aventure humaine. Et c'est une vraie révolution, à mon avis, dans la gestion des directions juridiques. Parce que c'est un rôle qui se professionnalise aujourd'hui, mais qui existait sous la casquette un peu du directeur juridique, mais qui, aujourd'hui, devient vraiment crucial dans les directions juridiques. Voilà. Et ça fait beaucoup d'informations, mais c'était pour ne pas reprendre aussi tous les thèmes, les 12 voilà, c'est ma vision. Christophe, Alors, ça fait beaucoup, mais je vais en rajouter. Parce que là, ce que tu viens d'écrire, je pense, c'est la fonction de LegalOps. Et moi, j'aime bien, quand je précise ces choses-là, parler aussi de l'état d'esprit LegalOps, que beaucoup de juristes ont sans le savoir, et qui consiste à décrypter et montrer qu'au quotidien, ils font des petites tâches de LegalOps, en fait. Donc, c'est aussi un état d'esprit dans la façon dont on aborde ces tâches au quotidien, à côté de son travail technique. Donc, il y a la partie fonction et il y a la partie état d'esprit. Pourquoi est-ce que j'ajoute ça et que je parle des deux choses? C'est parce que l'un et l'autre sont intimement liés, je pense. Parce qu'un LegalOps seul ne fera rien et des juristes seuls ne font rien eux-mêmes. Donc, le LegalOps a aussi besoin que les juristes aient, même si ce n'est pas eux qui vont traiter, cet état d'esprit en sachant vers quoi on va dans ce qu'on va mettre en place, en fait. Sinon, on a un risque à ce que les gens ne se comprennent pas, en fait. Très clair. Petit mot de la fin pour toi, Jonathan, sur ce sujet. Pour rajouter, je ne peux rien rajouter, j'aime bien ces définitions. Pour moi, pour une fois, je vais être concis. LegalOps, c'est tout ce qui est dans l'équipe juridique qui n'est pas le droit. Ils ont cette fonction. Et de la même manière où l'équipe juridique se doit de mettre en œuvre la stratégie juridique de l'entreprise pour permettre à l'entreprise d'arriver à ses fins, d'arriver à ses objectifs, de la même manière, le LegalOps doit permettre à l'équipe juridique d'arriver à ses objectifs et à ses fins. Donc c'est tout ce qui est dans l'équipe LegalOps, tout ce qui est du ressort de la DJ, sauf le droit. Ok. C'est le CEO de la DJ. Ouais. Dans LegalOps, il y a plus Ops que Legal, finalement. Bah oui, c'est pour ça que le terme, il n'est pas forcément très bien choisi et pas très bien compris non plus. Donc il y a beaucoup d'explications à faire sur ça. Ça arrive en France, on le voit. Ouais. Ça arrive en France, mais c'est vrai que les Américains sont un petit peu plus avancés en cette matière. Et il y a des SalesOps, il y a des RevOps, il y a des DevOps. C'est pas arrivé de on le voit dans d'autres fonctions. Il y a aussi cette difficulté de nommage de la fonction, mais on en trouve à l'IT. Moi, je commence à en voir. Je décris des fonctions à des gens qui sont à la finance, par exemple. Dans des entreprises, je leur dis, mais tu es une finance ops, c'est quoi ça? C'est un peu ce que nous, on fait avec le LegalOps, mais toi, tu le fais à la finance. Donc, on n'est pas les seuls aussi à avoir cette difficulté de définition, mais ce qui nous rejoint, c'est ce côté ops, opération, et organisation, structuration. Et on est les seuls, on n'est pas les seuls, on est les derniers. Toutes les autres directions de l'entreprise, ils sont tous équipés, ils ont tous les outils, ils ont tous les process, ils ont tous les dashboards. Qui imagine un VP Sales pointé au board sans son dashboard et expliquer dans le pipe, il y a ça et ça, le pourcentage de closing, la vitesse de deal, etc. Rien. Mais les derniers sont les premiers. Et les juristes arrivent. J'espère que les juristes seront tous équipés en CLM, tout comme les commerciaux sont équipés en CRM aujourd'hui. Ce sera une belle avancée pour Par contre, je ne veux pas prendre de temps sur la prochaine question, mais l'avantage des juristes, c'est qu'on est tellement au carrefour des sujets de l'entreprise qu'avec ces sujets de LegalOps, on peut arriver à fédérer beaucoup de monde dans l'entreprise. Parce qu'effectivement, Jonathan, il y a beaucoup de gens qui sont équipés dans d'autres services, mais tout ça n'est pas bien
forcément bien coordonnées. Exactement. Et On le est là pour Legal Ops, fluidifier, on est là pour effectivement. fluidifier et croiser des choses qui, certes, sont bien outillées, bien équipées, mais parfois, quand on les met côte à côte, sont assez incohérentes. Exactement. Et quand on regarde la chaîne de valeur dans l'entreprise, on a la prospection, la vente, l'effort commercial, et on a Rev Recognition, la partie cash qui rentre, et au milieu, il y a le contrat, il y a la brique juridique. Et c'est une chaîne, et le seul maillon qui manque, c'est le legal. Et c'est pour ça que essaie de- fluidifier tout ça, c'est Exactement. aussi le rôle effectivement du Legal Ops, parce qu'il va permettre que tous ces rouages se mettent en place correctement et que les gens se parlent aussi. Très clair. Et est-ce que toutes les entreprises ont besoin d'un Legal Ops? En gros, c'est à partir de quand est-ce qu'on décide si on a besoin d'un Legal Ops ou pas? Et petite question en deux temps, comment est-ce que ensuite, une fois que c'est décidé, on a besoin d'un Legal Ops, comment est-ce qu'on choisit entre internaliser la fonction et externaliser? En fait, aujourd'hui, comme on a ce petit souci de définition qu'on vient de voir, souvent on se pose la question où on a la conviction que c'est pas pour nous parce qu'on n'a pas atteint une taille critique. Mais en fait, je pense que c'est pas une question de taille et on va tous avoir des exemples là-dessus. Ça dépend vraiment de vos besoins, comme quand on choisit un outil. Si on décide d'aller sur les Legal Ops, c'est pas parce que je fais moins de 2 milliards de chiffre d'affaires ou j'ai une équipe de moins de 10 juristes. Non, c'est juste d'abord de savoir si on a vraiment besoin d'améliorer son fonctionnement au quotidien. On peut avoir des petites structures qui vont avoir besoin peut-être d'un Legal Ops parce qu'il y a des centaines de millions d'euros de chiffre d'affaires à gérer avec des processus très compliqués de gestion de contentieux, mais qui sont gérés par une ou deux personnes. Voilà. Donc là aussi, notre rôle aussi en tant qu'externe, et l'intérêt d'avoir recours à un externe, c'est aussi de pouvoir mettre à place ses besoins, de se dire est-ce que je suis mature ou pas, et pour avoir un sujet Legal Ops, qu'il soit, comme on l'a dit en intro, incarné par une personne, ou animé collectivement avec l'état d'esprit en fait. Oui, je rejoins complètement l'analyse. Effectivement, il faut avant tout, et c'est toujours la première étape quand on a une mission en Legal Ops, c'est identifier les besoins en fait, du client et bien les définir. Et ça peut prendre parfois beaucoup de temps en fait, parce que le client a souvent tendance à croire que c'est très clair dans sa tête, il sait ce qu'il veut. En fait, au fur et à mesure qu'on pelote la laine, finalement, c'est pas si clair et ça peut vraiment changer. Donc, effectivement, c'est le premier point, identifier vraiment les besoins. Après, moi, je me souviens, j'ai une anecdote, ça m'est arrivé plusieurs fois d'avoir des directeurs juridiques qui venaient me consulter en me disant voilà, moi, je voudrais mettre en place un Legal Ops dans ma direction juridique, mais je ne sais pas trop comment faire, par où commencer, et puis est-ce que je prends quelqu'un en interne, est-ce que je prends quelqu'un en mission et effectivement, on est passé par toutes ces étapes d'échange et surtout de questionnement pour savoir ce dont elle avait un besoin, envie, quelles étaient ses ressources en interne. Et je me suis aperçue au fur et à mesure de la conversation que finalement, ce qu'elle voulait mettre en place et les attentes aussi des juristes, c'était pas d'avoir un Legal Ops, en tout cas pas à 100%, mais c'était d'avoir un juriste d'appoint pour les juristes qui étaient trop chargés les uns et les autres. Ouais. Et ça, au début, je ne l'avais pas identifié parce qu'elle ne me l'avait pas dit comme ça. Mais en fait, c'était ça. Et donc, je lui ai expliqué, dans ce cas, effectivement, si vous prenez un juriste en interne qui en plus a une casquette de Legal Ops, ça peut fonctionner. Mais venez pas chercher un Legal Ops qui fait que ça pour faire le juriste d'appoint des autres juristes. Donc, parfois, il faut vraiment aller un peu profondément dans les questionnements. Et aller au-delà, je peux rebondir là-dessus, Jonathan, aller au-delà du sujet, j'ai besoin d'un Legal Ops parce que je vais devoir choisir un outil tech. Ouais. Il y a plein d'autres sujets, l'animation d'un collectif, la remise à plat de process existants. Il faut aller au-delà de ce côté Legal Ops égale tech. Oui, tout à fait. Sur la question de la taille, tu as raison, c'est pas la taille qui compte. Enfin, on a des clients avec des équipes de 300 juristes, on a des clients avec un seul. La structuration peut être très très rentable pour les startups en particulier. Pourquoi? Parce que les gars à qui on va voir, on fait un tour de table, c'est série D, E, F, il nous faut 700 millions, ils ne vont pas sortir le chéquier si tout n'est pas carré. Et si on commence à construire ça dès le départ, scalable, on n'est pas obligé de faire x10 sur l'headcount ou legal. On peut faire x10 sur le chiffre, on ne peut pas si on gère manuellement autre qu'avec les personnes. Donc le legal ops est particulièrement rentable et efficace dans ce contexte. Et dans les très grosses entreprises, une filiale de l'un de nos clients
gèrent 300 millions de chiffres d'affaires et ils n'ont pas de juriste. Aucun. Et bon, il y a un problème de ceux qui ne connaissent pas, ils ne savent pas qu'ils ne savent pas qu'il y a un problème. Sans doute. Classique. Classique, Mais bon, classique, c'est le rôle du juriste. Exactement. Ils sont très bien accompagnés par un cabinet d'avocats externe. Mais vous voyez, ça n'a rien à voir avec le nombre de personnes, la taille de l'entreprise, Son ancienneté. l'état de vie de l'entreprise, l'état de maturité de l'entreprise, start-up, scale-up, licorne, côté. C'est vraiment et je suis intimement persuadé, comme tu disais Delphine, c'est une question de personnes. Et quand les personnes sont persuadées que c'est le bon moment, on y va. Exemple, un VP Legal m'a appelé la semaine dernière pour me demander une recommandation de nom de service staffing ponctuel européen, mais anglophone, pour l'aider avec son truc américain, franco. Et en grattant un peu, on va aller chercher de vrais besoins sous-jacents. Il y a le besoin exprimé, on gratte un peu et on arrive à descendre aux vrais besoins. Et en descendant un peu, on se rend compte que rien n'est formaté, il n'y a pas de process, l'équipe sales n'a pas été enabled, comme on dit. On n'a pas permis à l'équipe sales de comprendre ce qu'il y a dans le contrat, pourquoi c'est dans le contrat, c'est quoi le fallback, c'est quoi le playbook. Donc on aide maintenant à faire ça. Et en fait, de vrais besoins, de véritables besoins sous-jacents, c'était de se décharger. Et ce n'était pas de rajouter quelqu'un par-dessus pour pallier de manière temporaire au rush, ça peut être nécessaire parfois, bien sûr. Mais c'était vraiment de traiter le problème à la racine. Et c'est pour ça qu'il faut, déjà, c'est pas la taille qui compte, mais aussi il faut écouter, il faut aller chercher le besoin. Il faut écouter, mais écouter de manière attentive et active, et pas juste prendre tout pour de l'argent comptant. J'ai besoin de ça. Non. Il faut vraiment challenger le client parfois. Si Valère, j'ai un indice à partir de quand on peut le faire, demain dans vos réunions de travail, en fait, dans vos réunions d'équipe. C'est une habitude à prendre, un rituel, de consacrer 10 minutes, un quart d'heure à se lister quelques sujets, comme tu l'as dit, avec le référentiel, etc. Et de se poser les bonnes questions. Et petit à petit, de voir s'il y a des gens dans l'équipe qui acceptent de suivre tel ou tel sujet. Et c'est ça qui va vous permettre déjà de vous auto-alimenter avant de prendre quelqu'un avec l'extérieur, avant de décider d'embaucher. C'est déjà de se dire, il y a ces sujets, ils sont là. Et on consacre un petit peu de temps. Tout le monde a des stand-up, des meetings mensuels, etc. Il faut laisser un peu de place à ces sujets qui sont vraiment dans le quotidien sans qu'on puisse les voir. Il faut leur remettre des noms, les exprimer et en discuter et les challenger dans les équipes. Donc on peut démarrer demain. Ouais. Et très régulièrement se poser la question de comment est-ce que je fais pour réaliser mieux mon travail de juriste, plus efficacement avec le reste de l'entreprise. Et c'est crucial parce que le plus difficile, c'est d'aller de 0 à 1. Et une fois qu'on a fait cette bascule de je suis un juriste traditionnel à je vais m'équiper, je vais y aller, je vais faire quelque chose pour construire l'avenir de ma DJ. Une fois qu'on a fait ça, ce n'est qu'une question de progrès. C'est vraiment cette première étape, 0 to 1, qui est vraiment très importante. Et c'est crucial. Et cette première étape peut être tout à fait gratuite, et c'est demain. Mais c'est crucial parce qu'il faut dégager du temps du day-to-day pour construire. Sinon, on est juste bouffé par le day-to-day. Et on reporte éternellement le sujet. Et rien n'est fait. Et c'est pour ça que la culture d'entreprise aussi, c'est important parce qu'effectivement, il faut qu'il y ait cette impulsion aussi des dirigeants et pour que les sujets arrivent aussi sur la table et que le Legal Ops, il ait le soutien. Exactement. Sinon, c'est vraiment là que c'est voué à l'échec. C'est voué à l'échec. Si quelqu'un débarque en disant j'ai trouvé un truc super, j'ai fait le livre au pilot, on va changer la manière dont on fait nos contrats, et l'équipe commerciale dit en fait non, je n'ai pas envie de bosser comme ça. Ouais. C'est un projet raté d'avance. Donc il faut vraiment être, et ça tombe bien, les juristes sont au carrefour de l'entreprise. Et c'est pour ça qu'on a dit tous, mais c'est vraiment une aventure humaine avant tout. Avant la digitalisation, avant la tech, c'est vraiment une aventure. Ça confirme vos propos du début sur l'humain et sur l'état d'esprit. C'est vraiment l'état d'esprit. Ok, très clair. Et donc là, l'entreprise s'est dit j'ai besoin de Legal Ops, je souhaiterais externaliser la fonction. Est-ce que vous pouvez, chacun votre tour, nous expliquer un peu en quoi ça consiste votre accompagnement, les étapes clés d'un accompagnement, par exemple chez Caram, qu'est-ce que vous attaquez? J'imagine que ça dépend évidemment des besoins, mais il y a forcément une petite réunion préliminaire pour définir ces besoins. En général, ça commence avec cet appel désespéré de quelqu'un qui est débordé, à l'aide, j'ai besoin d'aide. Donc ça, c'est la première chose. Après, on commence la phase audit classique de quel est le vrai besoin, quel est le véritable besoin sous-jacent.
quel est le degré d'implication de l'entreprise dans ce projet? Est-ce que c'est juste la DJ dans son coin? C'est pas une red flag, mais on va commencer à encourager les personnes à penser à l'impact global de ce projet au sein de l'entreprise. Et puis on a deux modèles, soit abonnement, soit un truc classique avec un prix fixe, on fait un scoping, on se met d'accord sur les choses qui sont à faire. Et après, on les déroule. On aime bien c'est peut-être une réaction allergique au Covid, au confinement, mais on aime bien faire nos kick-offs en personne. On prend pas le train. Parfois, ils sont plus près de Paris, donc c'est plus facile, on prend la RER ou même le métro. Et puis, on fait beaucoup de choses à distance. Moi, je travaille beaucoup avec la côte ouest, donc je fais beaucoup de choses à distance tôt le matin et tard le soir. Côte ouest des États-Unis. Des États-Unis, pardon. Non, ça m'intéresse. Bordeaux. On ne sait jamais. Hein. Gros client à Lacano Océan. Peut-être l'été, quoi. Et donc, on travaille pas mal en distanciel parce que ça permet une certaine flexibilité dans les agendas. Et après, c'est assez classique. On finit, comme tout le monde, on est très proche de nos clients. Et c'est, dans tous les sens, c'est ça que des emails, ou peu importe les canaux de communication de l'équipe, on s'intègre. Les outils de la maison, on s'intègre. Et voilà. On a beaucoup de chance avec nos clients et on les aime fort. C'est super. Delphine? Moi, c'est un peu la même méthode, mais donc moi, je travaille comme manager de transition. Donc, on m'invite à des missions. Hein, c'est pour vraiment, j'offre des missions. Et souvent, alors, moi, je travaille aussi parfois à distance, mais en tout cas, au début, je suis vraiment intégrée à l'équipe, complètement. Après, quand les liens sont faits, j'ai mieux compris l'entreprise, les gens, toutes les parties prenantes. Oui, il y a aussi du télétravail qui peut s'instaurer, mais c'est vrai que je suis assez attachée à aller beaucoup au sein des équipes. Parce que c'est aussi comme ça que c'est indispensable pour comprendre. Oui, pour comprendre et puis créer aussi ce lien humain qui fait que vous chopez des bonnes informations. Les bonnes personnes. Et créer une confiance, voilà, c'est ça. Et donc ça, j'y tiens quand même, mais c'est vrai que les missions durent quand même un petit bout de temps, donc on ne peut pas non plus être là 5 jours, surtout qu'eux-mêmes ne sont pas là 5 jours sur 5. Voilà, ça sert à rien non plus de venir pour rien. Et voilà, donc, et voilà. Et moi, juste ce que je voudrais rajouter, c'est, moi je crois beaucoup aussi à la méthode, j'anticipe un peu, mais la méthode des petits pas, alors méthode des petits pas, ça veut dire quoi? On a dit un peu tout à l'heure, mais il faut commencer un moment par quelque chose. Et souvent on dit, oui, mais moi j'ai pas de budget pour un Legal Ops. Oui, mais vous pouvez faire des petites missions avec des quick wins qui sont très efficaces et avec ça, vous pourrez ensuite aller voir votre CFO, votre DG et avoir un autre budget et finalement obtenir plus et faire avancer aussi vos projets Legal Ops comme ça. Mais il faut effectivement une petite étincelle, un début. Donc ça, c'est sûr que c'est inévitable. Mais voilà, l'accompagnement, il se fait. Et puis après, il y a quand même un suivi derrière. Moi, j'aime bien aussi savoir avoir un retour, un feedback, en discuter un peu. Ouais. Oui, de toute façon, c'est des choses qui sont dans la durée. Exactement. C'est pas du jour au lendemain. Exactement. Ouais, parce que c'est des process longs, ne serait-ce qu'en la maturation avec les équipes qui ont leur quotidien, qui ont leur rythme. Par exemple, difficile de mettre en place des choses en juin ou septembre avec des séminaires d'entreprise. Il y a un peu moins de monde. C'est pour ça qu'avec XLO, on accompagne, c'est un minimum de 6 à 8 mois, avec effectivement une première partie que moi j'appelle immersion. J'aime pas trop le terme d'audit parce que ça fait un petit peu peur aux gens. Donc, c'est vraiment d'immersion, comme tu le dis, Delphine. Et je démarre surtout je parle pas aux juristes en fait. Je vais essayer d'aller parler aux autres acteurs de l'entreprise pour déjà capter la vision interne des juristes, de la direction juridique, comment elle est perçue. Et après, dans le deuxième temps, je reviens vivre, comme Delphine, dans la direction juridique. Ouais. Et je matche ça et je confronte ça pour anticiper les chantiers futurs et déjà essayer de débugger, démystifier, chercher les zones où il y a déjà des irritants et des frottements et des synergies potentielles. Et après, on passe à une deuxième phase où on se dit, on va écrire ensemble notre feuille de route, à court terme, moyen terme, plus long terme. Et après, il y a une troisième phase où je te rejoins, mon long terme, c'est les bonnes pratiques. Je parle de petits pas, moi, c'est les bonnes pratiques. Donc, on commence à tester aussi et mettre en place des petites choses simples avant de s'attaquer au sujet cœur du réacteur qu'on pourra traiter dans un deuxième temps.
Par exemple, on s'est imaginé que dans le cadre de cette immersion, on se soit rendu compte que la gestion de l'actionnariat était un problème. On va en faire un vrai projet à côté. Et là, ça fait l'objet d'une autre mission. Mais effectivement, je rejoins mes collègues, ça se fait pas, c'est pas des missions, je pense qu'on peut faire en 1 mois ou 2 mois, parce qu'on n'a pas le recul nécessaire et on sera incapable de chercher les bons éléments qui aideront nos clients. C'est uniquement des clients qu'on connaît très très bien déjà, Oui, qui donc, reviennent avec un faire besoin fonctionner. spot. Exactement. J'ai trouvé 10 000 contrats dans mon machin et j'ai besoin de les réintégrer, tu peux gérer l'équipe IT, etc. Ça, c'est un mort. Enfin, ça, c'est petit, ça. Mais exactement, c'est dans la durée. De toute façon, je rebondis sur ce que tu disais. Moi, je veux absolument savoir au départ si l'entreprise est OK sur une telle mission. Moi, j'ai déjà refusé des missions où je sens que la direction juridique veut faire ça que pour elle. Moi, je demande toujours à savoir si la direction est OK, parce que sinon, on ne pourra pas avoir cette avancée que tu décrivais tout à l'heure, d'avancement au-delà de la DG. On fait pas une mission comme ça pour se dire j'achète la paix sociale dans la direction juridique. Je suis très direct, mais parfois, certaines demandent de ne pas avoir ce... Non, on est là pour faire avancer notre direction et aider à créer des synergies et avancer les autres. Oui, en fait, c'est vraiment beaucoup plus global. Il ne faut pas penser que le legal ops, il travaille que pour la direction juridique, même s'il est intégré souvent à elle. Effectivement, il travaille avec toutes les parties prenantes de l'entreprise. Et il doit, d'ailleurs, sinon ça ne marchera pas. Donc, effectivement, parce que le legal touche à tout. Exactement. Et il faut comprendre les parties prenantes. Et l'effet boule de neige que tu décris, il est fabuleux. Des fois, on est dans des réunions avec des gens des achats, par exemple, qui disent je devrais faire la même chose que ce que vous me décrivez. Moi, ça m'est arrivé une fois en décrivant, en négociant la mission avec un client actuel, avec quelqu'un des achats qui dit mais je veux faire pareil avec mes équipes. Et là, actuellement, il est en train de mener des ateliers du même genre que ce qu'on fait dans la DJ, dans cette direction des achats. Parce qu'il a compris qu'il fallait mettre du OPS dans les rouages de son organisation. Oui, moi, ça m'est arrivé. Pardon, excuse-moi. Moi, ça m'est arrivé aussi, parce que tu me fais penser à quelque chose, mais de me rendre compte dans des réunions qu'un outil que la direction juridique voulait mettre en place, la finance l'avait déjà. Donc, c'était même pas concerté. Donc, parfois, vraiment, c'est pas parfois, il faut vraiment aller voir toutes les parties prenantes de l'entreprise pour se rendre compte déjà de l'existant. Parce que même au sein de l'entreprise, ils ne savent pas entre eux, parfois. Tu voulais ajouter un oui, pardon, c'était juste sur les parties prenantes et ce que tu disais sur le buy-in from the top. Tone from the top, comme on dit chez moi. Le temps est vraiment donné par les échelons les plus élevés de l'entreprise. Et si on peut avoir, par exemple, le DG, le CFO et le CEO en même pièce, c'est pas forcément évident, selon la taille des choses, et on se fait poser des lapins tout le temps par les chefs. Et donc, il faut avoir ce buy-in. Et on peut aussi générer l'étincelle soi-même en disant ok, vous n'avez pas de budget, ça vaut combien une accélération de 5% dans votre cycle de vente. Et ils ont en tête. Ne vous inquiétez pas, ils ont en tête. Et voilà, c'est le legal. On va passer de 3 jours à 1 jour. Et dans l'espace de cycle de vente, de génération du contrat, négociation du contrat, mettons en place quelque chose qui va bien, qui est des juristes. On va réduire le cycle de vente, accélérer vos revenus. Et c'est ce budget-là qui va venir compenser le coût de l'exercice. Et on peut, c'est ce qu'on fait assez régulièrement avec le client, on les accompagne avec cette espèce de démonstration ROI pour essayer de générer cette petite étincelle. Et l'avantage, c'est que ça nous donne aussi des visions sur le buy-in. Est-ce que tout le monde est OK pour ce projet? Et là, ça va être vachement. Parce que si on va modifier les manières dont les autres personnes travaillent, et parfois il y a des réticences qui risquent de devenir des petites résistances, c'est cool si le mot peut venir dans eux, en fait. C'est comme ça. Parce que l'exercice n'est pas toujours facile à faire, parce qu'on est là aussi pour mettre à nu, ou quand la marée descend, certains sujets sensibles de l'entreprise. Dans les gestions des contentieux, pourquoi on s'est loupé là-dessus? Parce qu'on n'est pas du tout organisé sur notre gestion des contentieux. Et on a Donc c'est pas toujours facile d'accepter de faire ce travail d'introspection et de mise à nu de ce qui ne va pas. Mais pour ceux qui ont le courage de le faire et de le mettre en place, c'est hyper rentable. Et c'est là où on trouve ces fameux ROI qui semblent souvent inaccessibles, etc. Mais il faut une certaine dose de courage. Et là aussi, c'est un des gros sujets du côté humain du Legal Ops, c'est d'arriver à faire comprendre aux gens qu'on doit parler de ces sujets, les mettre sur la table, tous ensemble. Oui, parce que c'est vrai que les problèmes viennent pas souvent là où on les attend, en fait. C'est très intéressant, en tout cas, cette façon d'aller voir comment la direction juridique est perçue par le reste de l'entreprise, parce qu'en fonction de ça, on sait qu'on va leur accorder plus de confiance,
on va les inclure plus tôt dans les discussions sur les deals, etc. Donc, je trouve ça très, très malin d'aller faire le tour, de préparer aux juristes, de voir comment ils sont perçus par le reste de l'entreprise, voir comment les gens communiquent avec eux, et après, d'aller au nœud du problème. Je peux te confirmer que 9 fois sur 10, des gens d'autres fonctions me disent « Non, mais nous-mêmes, on n'est pas carré là-dessus ». Et ça va au-delà du côté « Les juristes, ils sont longs, etc. » C'est les gens se confient à nous en tant qu'extérieurs en disant « Ouais, nous, on n'est peut-être pas bon sur notre procès. » Ça tombe bien, c'est des sujets qu'on veut voir au juridique avec notre sujet légal aussi. Oui, ils en disent bien. Mais et après, c'est dire, justement, on va en parler, on va se mettre autour de la table. Et c'est là qu'on commence à discuter. Et c'est vrai que le fait d'être tiers, ça aide beaucoup en fait. Oui. Ça, c'est l'avantage par rapport à la fonction d'internalisé, c'est qu'on est tiers. Et du coup, comme tout tiers, on nous parle plus facilement, on a un regard aussi assez plus objectif peut-être et neuf sur l'entreprise. Et oui, et donc du coup, c'est. Jusqu'à son bagage. Ouais. Voilà, exactement. On n'est pas là pour juger, on n'a pas de politique, on a une posture très différente, donc ça c'est plus. Pas de hiérarchie. Voilà. Donc ça joue énormément. Tu parlais de bonnes pratiques. Est-ce qu'on peut parler un peu de mauvaises pratiques? Est-ce que vous avez des anecdotes, des choses que vous avez vu voir en termes de gestion de direction juridique ou même de relation entre la direction juridique et les opérationnels? Qu'est-ce que vous avez vu de plus alarmant dans votre activité ces dernières années et comment est-ce que vous avez remédié à la situation? Alors, oui, en tant que directrice juridique. Sans dire de nom, on ne dira pas de nom. C'est confidentiel, personne ne nous écoute. On arrive, tout va bien. Il n'y a aucun problème. Oui, effectivement, on l'a dit, mais le LegalOps, il est là quand même pour transformer les défis en opportunités quand même. Donc, c'est un peu le but. Mais effectivement, moi, quand j'étais directrice juridique, j'ai vu effectivement des travers et j'en ai aussi forcément vécu, ça c'est sûr. Il y en a deux auxquels je pense qui reviennent quand même assez souvent, je trouve. Le premier, c'est le mode pompier, je vais expliquer, et le deuxième, c'est les silos. Enfin, vous avez déjà compris, mais, mais c'est vraiment ça, et ça revient souvent. Et comment on fait pour éviter ça? En fait, ça arrive quand même que les directions juridiques travaillent en mode très réactif. Donc, ils travaillent quand les problèmes arrivent vers eux. Enfin, et ça, c'est un vrai problème, à mon avis. Et pour y remédier, il faut travailler plutôt en mode proactif plutôt que réactif. Et donc, ça veut dire quoi pour les LegalOps? Enfin, en tout cas, moi, ce que j'essaie de faire pour vraiment aider les directions juridiques là-dedans, c'est, on a parlé, mais c'est vraiment arriver à essayer de faire émerger une feuille de route et une vraie stratégie, en fait. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est que la direction juridique, elle est perçue plus ou moins bien dans l'entreprise, ça c'est un autre sujet, mais en tout cas, elle n'a pas forcément mis sur le papier, et elle n'est pas claire dans ses baskets non plus, sur ce qu'elle est, ce qu'elle fait, ce qu'elle ne fait pas, comment elle est perçue, comment on peut la contacter, tous ces sujets, c'est quoi sa vision, qu'est-ce qu'elle fait pour les autres parties prenantes de l'entreprise, et tout ça, en fait, on va établir cette cartographie qui va permettre ensuite d'établir une feuille de route sur les priorités et les objectifs qu'elle doit se fixer. Mais si ce travail-là, il n'est pas fait, finalement, on est toujours dans le mode réaction et le mode pompier. Donc ça, pour moi, c'est comment faire pour y remédier. Et le deuxième aspect, c'est le travail en silo. Parce que moi, j'ai remarqué ça, et ça, c'est beaucoup de directions juridiques. C'est pas un reproche. Et l'entreprise, parce que c'est pas que la direction juridique, c'est tous les départements qui sont concernés. Mais en l'occurrence, j'étais direction juridique. On travaille quand même beaucoup en silo, c'est-à-dire que tout le monde est dans son domaine, mais il y a peu d'échanges finalement. Et ils ont l'impression en plus qu'ils échangent. Je me souviens très bien dans une entreprise dans laquelle j'étais pour une mission, c'était non, mais on communique tout le temps avec le marketing, mais bon, ça se passe très bien. Je dis, mais vous communiquez comment, Et en fait, je me suis aperçue que oui, alors ils communiquaient, mais ils communiquaient que par email, ils étaient à 3 étages. Ils ne voyaient jamais, ils ne faisaient jamais de réunion ensemble. J'ai demandé pourquoi en fait. Pourquoi vous ne voyez pas? Alors, c'était même pas le temps, mais c'était pire que ça. C'était au fur et à mesure des années, en fait, il s'était créé une espèce de méfiance entre eux. Et donc, les juristes avaient décidé que de toute façon, tout devait se passer par écrit.
parce qu'il fallait une trace. Il y a eu Oui, des oui. affaires Donc, et c'était un quand impact même sur une culture tout. d'entreprise qui était particulière. Enfin, Oui. bon, et tout ça, Il y a des histoires de famille. On en exactement, mais tout ça, c'est de l'humain en fait. On en revient toujours à Oui. ça, mais c'est vraiment de l'humain. Et là, il faut, alors là, pour le coup, il faut, parce que ça se fait pas un claquement de doigts ni en quelques semaines, hein, c'est un long processus, mais il faut travailler sur cette communication, cette fluidité, mettre en place d'autres process, voir où ça coince, voilà. Donc c'est aussi ça le rôle du leader. Enfin, voilà, c'est ces deux exemples que je voulais donner, mais il y en a plein d'autres, mais ceux-là, ils reviennent quand même souvent. Jonathan Gestion de la DG, gestion de la DG, il y en a plein. Il y a plein de gens qui font pour des raisons diverses et variées des choix qui sont toujours le fruit d'un compromis. Donc j'essaie d'être empathique. Quand j'étais au barreau, j'étais là en contentieux, c'est quoi ce contrat, c'est rédigé n'importe comment. Maintenant, donc j'essaie d'être empathique avec les gens et les compromis, les pressions auxquelles ils sont sujets, etc. Parfois, il y a des choix qui sont, avec le recul, c'est facile de juger. Mais c'est vrai que parfois, il y a des choix qui nous paraissent aberrants. En termes de... Donc ça, c'est pour le côté gestion, mais il n'y a pas de règle. J'ai des clients, 4 juristes qui gèrent 4 milliards. J'ai des clients, 300 juristes qui gèrent 500 millions. J'ai des clients, pas de juristes pour 300 millions de chiffre d'affaires. En revanche, pour les legal ops, oui, il y a plein de choses qui sont très objectivement mesurables et pas bien. Le fameux outil Boomersign, qui est, on envoie le contrat en PDF pour signature, il sign, il imprime, il sort le feutre, il signe et il te texte la photo du truc signé. Et ok, merci. Donc ça c'est Boomersign, ça c'est non. Et on avait un client où avec une équipe sales de 300 commerciaux, une boîte dans la tech, et ils avaient intégré l'outil CRM, Salesforce en l'occurrence, avec leur CRM pour générer les hors de forme et les devis, etc. En revanche, ils avaient mal paramétré le lien d'intégration entre les deux outils, et ça laissait en fait la main aux sales d'écrire ce qu'ils voulaient en dessous du paragraphe, responsabilité notamment, parce qu'ils avaient une drafting assez particulière, voilà. Et donc, ils pouvaient écrire tout et n'importe quoi dans l'ordre de forme sans que ça passe par le juridique. Et ils écrivaient surtout n'importe quoi. Et à partir du deuxième document où c'était marqué responsabilité illimitée, ils ont dit bah non, on a besoin d'aide, ça va pas. Le juridique a dit on peut pas tout relire, on n'arrive pas à faire fonctionner le truc. Donc on les a dit il fallait juste fermer reparamétrer et fermer les portes de sortie vers ce qui est dangereux. Parfois, c'est comme des enfants. Parfois, c'est comme des enfants, mais la petite barrière en haut de l'escalier, en bas de l'escalier. Parfois, c'est comme ça. Parfois, ça peut être plus... ça peut être différent, mais parfois, c'est ça. Donc ça, c'est juste un exemple de ce qui... Si on ne maîtrise pas l'outil en plus, ça peut créer des dangers. L'avantage, avant, on faisait des erreurs. Maintenant, la tech, on peut faire plein d'erreurs à la même fois. En une fois. On peut faire 15 000 erreurs en une fois si on paramètre mal l'outil qui va générer 15 000 contrats. Et on s'en rendra compte trop tard. Ouais. C'est pour ça qu'il faut faire appel à des personnes qui savent s'en servir, comme vous. Ouais. Ou nous, chez les Un autre exemple pratique dans la continuité de ce que tu disais sur le côté, on est trop en réaction. Par exemple, cette semaine, je travaillais avec une équipe sur un processus d'immatriculation d'établissements secondaires. Et on se rendait compte que derrière, les personnes qui s'en occupaient avaient des tâches qui avaient été dictées par d'autres services, en fait. Moi, j'ai besoin de telle info, moi, j'ai besoin de telle autre info. Et donc, on avait différentes listes de diffusion qui partaient. Juste pour dire, cette population, eux, ils ne veulent pas ces infos-là, etc. Non, ce que je vous propose, c'est que maintenant, on va avoir une base de données unique dans laquelle les gens vont venir piocher ce qu'ils veulent. On va arrêter pour utiliser l'information. Et c'est un bon exemple, je pense, de ce que tu disais. On est en réaction. Le juriste, c'est quelqu'un à qui on demande, qui fait, qui approuve, qui se dit après c'est dur. Mais il y a ce côté savoir dire non, savoir dire maintenant vous venez chercher, et c'est plus moi qui vais vous dire. Un single source of truth. Si on bosse sur la donnée, c'est la source unique de la vérité au sein de l'entreprise. On ne peut pas avoir des choses pas à jour, des dossiers par-ci, des dossiers par-là. Il faut centraliser la donnée. La donnée en doublon, etc. Ouais. Ça, c'est un exemple pratique. Peut-être pour conclure sur cette partie-là, sur les mauvaises pratiques. Pour moi, le principal danger sur les legal ops, c'est qu'une fois qu'on a mis tout ça sur la table, c'est de vouloir tout faire. Il faut vraiment choisir ses sujets. Parce que sinon, il y a un risque parce qu'on s'éparpille. Et moi, je l'ai vu moi-même quand j'étais en fonction ou dans mes premières missions. C'est tellement riche
qu'il faut choisir ses combats et ses sujets, en fait. Parce que sinon, là je reprends l'expression d'un directeur juridique que j'aime bien, il se reconnaîtra s'il nous écoute, il faut terminer les gestes. Parce que si on ne termine pas les gestes, les sujets sont ouverts, et à la limite on fait pire que mieux. Parce qu'on ne montre pas aux juristes que ça avance, etc. Donc c'est des difficultés que les galops se rencontrent tous les jours. C'est de bien cibler ces sujets quand bien même on se dit « Oh punaise, j'aimerais bien en faire beaucoup plus ». Et c'est bien, et ça fait de la crédibilité. Si tu commences sur un truc et ça va bien. C'est pour ça les petits pas, c'est vraiment ça. C'est exactement ça. La directrice, c'était pas Émilie par hasard. Elle dit ça aussi, il faut finir la tâche. Oui, c'est dans l'action, il faut vraiment finir les actions pour faire efficace. Et tu l'as dit tout à l'heure, mais c'est aussi une pratique qui n'est pas bonne, à mon avis, c'est la digitalisation à tout prix, quoi. On en a parlé, mais vraiment, parfois, ça arrive assez souvent, mais on veut absolument un outil et sans avoir vraiment pris ce recul et avoir identifié les besoins de toutes les parties prenantes et pas seulement de la direction juridique, c'est un peu voué à l'échec. Donc il faut vraiment prendre ce temps-là. Tu fais déjà, du coup, tu pars déjà sur la prochaine question et en effet, il faut choisir ses sujets. Nous, on est Legal Pilote, on est une Legal Tech, donc on va parler un petit peu de tech aussi. Quel est comment est-ce que vous voyez la tech dans votre métier de LegalOps? Comment est-ce que ceci impacte le métier de juriste aujourd'hui? On pourra parler dans un second temps de l'intelligence artificielle, mais déjà, si on prend vraiment la tech, les CLM ou d'autres outils, parce que je sais que dans certaines directions juridiques, on part de très très loin et au CLM, on n'y est pas du tout. La digitalisation, je vous rejoins 100%. C'est pas parce qu'on peut automatiser qu'il faut automatiser. Il y a des questions à se poser en amont. Quelle est du coup, vous, votre relation, votre vision de la tech avec vos clients? Comment ça se passe? Moi, je crois très fort à la règle Pareto. Et la règle Pareto, c'est la fameuse règle 80-20. On va avoir 80% de la valeur ajoutée pour 20% de l'effort. Et du prix, très, très concrètement. Et ça c'est dans la continuité. Ce que je disais avant, Delphine, il faut faire le tour des horizons. Il faut faire l'état des lieux. Qu'est-ce que j'ai autour de moi? Est-ce que j'ai Slack? Est-ce que j'ai Notion? Est-ce que j'ai des outils de productivité? Est-ce que j'ai juste... je suis dans un truc corpo mature, c'est probablement Teams et Microsoft et SharePoint, etc. Il y a des choses incroyables qu'on peut construire avec Power Automate, Power BI. Il y a des choses fabuleuses. Et qui sont dans les entreprises. Mais quand on a reçu la formation, on ne nous a pas dit que ça servait à ça. Exactement. Non. Zéro. Ça, c'est un vrai défaut des entreprises, vraiment, c'est de former leurs équipes de façon trop généraliste avec ces outils qu'on met à disposition. Exactement. Et l'équipe IT, bien évidemment, ils vont faire une formation pour tout le monde, donc forcément, il y a une nature généraliste. Et parfois, il faut tordre les outils pour les forcer un peu à faire ce qu'on veut faire, mais plutôt que d'essayer de qualifier le service provider, est-ce qu'il y a SOC 2, est-ce qu'il y a ISO 27001, est-ce qu'il y a des serveurs en Union européenne, au lieu d'embarquer dans ce travail minutieux de qualification de prestat de soft, on peut aussi regarder ce qu'on a déjà et ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite. Donc je pense que pour moi, la tech est omniprésente dans tout ce qu'on fait. On dit software eats everything, le logiciel mange tout devient logiciel à terme. Et on le voit avec le juridique. On a eu l'essor des legal tech et maintenant on en parlera, mais il y a. Et c'est omniprésent, mais c'est pas parce que c'est omniprésent qu'il faut se dire j'ai besoin d'une nouvelle chose. J'ai besoin d'une nouvelle chose. Il faut rester rationnel, il faut avancer en sécurité et en vérifiant qu'on a optimisé la valeur de ce qu'on a déjà avant d'aller dire en fait j'aimerais bien de l'argent pour aller acheter un outil. Voilà. Parce qu'on a vu trop de situations où on pris des outils, nous ça m'est arrivé aussi dans ma carrière, on prend des outils et on se rend compte que les process de l'entreprise, la gouvernance de l'entreprise n'étaient pas adaptés. Exactement. Il peut y avoir une anecdote dans le cadre d'un CLM, parfois on peut entendre le juriste dire mais qui doit signer parce qu'on n'a pas arrêté la gouvernance avant. Oui. Et donc on a un super outil, mais ça prend quand même 15 jours pour faire signer un contrat. Parce que personne n'est capable de dire au juriste qui doit signer le contrat. Et que dans l'implémentation, on n'a pas intégré des règles de gouvernance qui n'existent pas dans l'entreprise. Et ça, je pense que du coup, je vais un peu dans ma paroisse. C'est quelque chose qu'on fait plutôt bien chez les Legal Pilotes, c'est toute cette partie accompagnement en amont pour se poser les bonnes questions, pour savoir si l'outil va être efficace. Non, parce qu'une mauvaise vente, une vente où l'outil n'est pas utilisé et n'apporte pas la valeur attendue derrière,
nous, c'est une catastrophe. Enfin, Bien on sûr. déteste Ouais. ça. Ouais. C'est mauvais pour notre image, et ça nous Ouais. fait perdre du temps, et tout le monde est déçu. Et après, c'est dommage aussi pour les directions juridiques d'une manière générale, parce que c'est une mauvaise histoire de plus à Exactement. raconter, Ouais. que les gens vont se dire, bah non, en fait, En fait, ça marche pas. c'est pas pour nous, Ouais. c'est pas la bonne solution, etc. Alors, je sais d'expérience qu'il y a plein d'outils, on peut faire plein de choses. Je sais qu'en termes d'automatisation, si on a un outil spécifique dessus, c'est qu'on peut aller quand même plus loin. Mais si vos besoins sont couverts par des outils que vous avez déjà, on va pas remonter la roue, évidemment. Et vous arriverez peut-être à un stade postérieur, quand la boîte aura permis de grandir avec les premières automatisations, Exactement. ils auront besoin d'un outil plus costaud et ils reviendront vers vous. Oui, assez rapidement, on arrive aux contraintes. Les contraintes de SharePoint vont être assez fortes si on l'utilise juste comme repository. L'automatisation, c'est possible, mais c'est chronophage, ça prend du temps pour l'automatiser, pour le mettre en place. Ouais. Et parfois, les gens ont besoin de la donnée un petit peu plus poussée ou des intégrations. Et là, c'est là qu'ils se retournent vers le marché. Et dans tous les cas, ça vous fait jongler aussi entre plusieurs outils. Vous allez rédiger un contrat sur Outlook, sur Word, après vous allez envoyer une demande de validation sur Outlook, vous allez stocker sur SharePoint, sur Dropbox, vous allez mettre vos échéances sur un fichier Excel. Là, on centralise tout dans un seul et unique outil. C'est ce que tu disais, la seule source de vérité, aussi bien sur les versions de documents que sur la donnée qui est utilisée dans votre entreprise, dans vos contrats. Ça simplifie quand même le tout d'avoir un outil. La galère que c'est pour une entreprise de connecter la livraison, la productivité et la génération de revenus avec ce qui a été vendu, parce que c'est dans le contrat, matérialisé dans le contrat, c'est une relation d'affaires. Il y a la chaîne, ça arrive commercialement, contrat, et après ça doit être délivré derrière. Et les systèmes ici et les systèmes là-bas sont très bien faits, mais ils ne se parlent pas. Et donc, quand on a une équipe back-end sur un produit SaaS qui doit savoir combien de comptes on ouvre, pendant combien de temps, et avec quelle équipe implémentation, ils ne savent pas. C'est dans l'ordre de forme, mais est-ce que l'ordre de forme tel qu'il est dans le CRM, c'est la version qui a été signée? Donc, le single source of truth permet à tout le monde d'avoir la même vision de la même donnée stratégiquement cruciale, il faut le dire. Qu'est-ce qu'on a vendu? C'est le grand sujet des référentiels qu'on rencontre. C'est de dire à chacun, on va se réunir, on va tout mettre dans un outil, mais on n'est déjà pas d'accord sur le référentiel en amont. Tant sur les sociétés, les entités, les comptes fournisseurs, etc. Et donc là, à nouveau, le rôle du legal est très important, parce qu'avec tous ces contrats, ces bouts de papier d'avant qu'on considérait comme des choses qu'on peut stocker, c'est une mine d'or en termes de data et de données. En fait. Et moi, avant de parler de tech, j'aime bien parler de data et de données. Je trouve que c'est à chaque fois dans les projets qu'on peut mener, c'est plus vendeur en interne et on est plus à l'écoute quand on dit on va vous partager de la data et de la donnée importante. Plutôt que de dire, avant même de dire on va faciliter les process. Dire on a une mine d'or de data à exploiter pour l'entreprise, pour le business, etc. La tech n'est qu'un moyen. Exactement. Et pour les DGJ, c'est très très parlant. Quand on arrive pour expliquer ce qu'on peut faire, assez souvent, je dis combien de contrats vous signez ce mois? Ils ne savent pas, nous, ils savent pas à chaque fois. Et combien de temps vous mettez pour rédiger ce contrat? Et sinon, si on arrive un petit peu plus loin, combien de contrats le trimestre dernier en Pologne? Combien de contrats le trimestre dernier en Pologne avec une clause de limitation de responsabilité non standard? Incapable de répondre. Et la panique que tout le monde a vécue contractuellement, je parle, quand la Russie a envahi l'Ukraine, et où sont mes contrats russes? Où sont mes contrats avec les Russes? Tout le monde avait ce moment exactement d'hyperventilation. Et c'est une anecdote qu'Amélie raconte souvent. Le DJ, quand elle était encore plus jeune que ce qu'elle est, pardon, quand elle était encore plus jeune que ce qu'elle le directeur juridique est arrivé sur le plateau des juristes et il a dit tout le monde raccroche le téléphone, tout le monde se lève, on cherche les contrats, il faut qu'on cherche, et manuellement, physiquement dans les placards, pour un truc qui devrait être clic, mon dashboard et ça sort. Et c'est ça, et de pouvoir apporter une contribution stratégique, chiffrée, avec les données, avec les preuves à l'appui, c'est ça qui va permettre à la DG de prendre toute la place qu'elle mérite, notamment sur le board. Et puis en plus, sales, il a ça, le finance, il a ça, le juriste. Exactement. Et puis ça parle financier. Enfin, à un moment donné, si on veut du budget, il faut parler chiffres et data, bien sûr. Et donc ça nous est tous arrivé, enfin, je pense, moi ça m'est déjà arrivé en parlant de digitalisation qu'il ne faut pas faire à tout prix, mais d'arriver un peu en deuxième, c'est-à-dire en deuxième position, on m'a dit, bah voilà, on a un outil, ça fait 1 an et demi qu'on essaie de... Puis en fait, ça ne marche pas, ça va pas du tout, donc est-ce que vous pourrez prendre le truc? Oui, mais ça veut dire qu'il faut reprendre depuis le début, et je ne vais pas vous remettre... tout le travail qui est... Tant pis, mais il faut faire ce travail
dont on a parlé avant. Donc, et pour rebondir sur ta question sur la technologie, moi, il y a quelque chose ici que je trouve très important qu'il faut, quand on est LegalOps, qu'il faut faire, enfin, on fait tous, c'est la veille sur la technologie, par contre. Il ne faut pas faire de la tech à tout prix, mais par contre, il y a un travail de veille à faire, parce que évidemment, ça évolue très vite. Hein, donc, il y a un travail de veille pour se tenir au courant de vos outils, notamment le tien, mais voilà, il y en a plein d'autres qui arrivent. Donc, ça, ce travail-là, le LegalOps, il doit le faire. Et puis, moi, je pense qu'il y a autre chose aussi qui est important, c'est de parler avec ses pairs aussi. D'être très curieux pour échanger des pratiques, s'intéresser aux outils qui apparaissent sur le marché. Les nouvelles fonctionnalités sur les vieux outils. Exactement. J'en ai donné un à Valère la semaine dernière. Voilà. Donc, Un bon plan d'outils. Mais tout ça, ça fait partie aussi du métier, quoi. Ouais. Donc la tech peut être extrêmement utile, mais il faut bien choisir ses outils et il faut bien être accompagné pour bien identifier le besoin et faire en sorte que l'outil réponde correctement aux besoins. Et dans la durée, parce qu'il faut aussi anticiper un peu stratégiquement. Et c'est l'intérêt de tout le monde, je pense. Enfin, c'est souvent je dis aussi avec les éditeurs avec qui je peux travailler ou discuter, c'est qu'un dossier bien préparé pour eux, c'est quand même mieux aussi. Parce qu'on est quand même sur des phases où on est dans des maturités où c'est assez neuf, hein, tout ça, ça a quand même quelques années, mais voilà, donc c'est l'intérêt que l'éditeur ait un client bien éduqué, qui ait bien compris ses besoins, et vice-versa. C'est pour ça qu'à l'heure actuelle, on est obligé de le faire. Si ce n'est pas des gens qui ont été accompagnés par vous avant, on a ce travail que vous faites de défrichage. Voilà, de défrichage. Et moi aussi, naïvement, quand je me suis lancé, quand j'ai rejoint la GatePilot, je pensais qu'on allait vendre du SaaS, des abonnements en ligne, que pendant que je dormais, les gens allaient travailler, allaient faire qu'on allait gagner de l'argent avec les abonnements. La réalité est tout autre, puisque vous voyez, je pense que vous aussi, il y a une notion de temps, de disponibilité. Si des juristes ils font appel à des LegalOps, c'est aussi parce qu'ils n'ont pas le temps de s'en occuper, c'est pas parce qu'ils ne sont pas capables, c'est qu'ils n'ont juste tout simplement pas le temps. Et donc, nous aussi, on a un peu bifurqué sur. Vous pouvez toujours prendre du LegalPilot en libre service et vous débrouiller tout seul. Mais aujourd'hui, ce qu'on propose, ce qu'on vend, c'est plus un service. On prend vos modèles, on les automatise, on fait toute la charge lourde, tout le travail intellectuel de modélisation, de factorisation. Si vous avez 6-7 modèles de NDA, vous allez en avoir qu'un seul après, sur la GatePilot. Oui, et puis c'est un CDI personne féminin ou masculin, parce que c'est la salariée, le salarié. Si tu insistes pour parler français, je suis sûr. Voilà. Non, mais si vous avez plein de modèles différents pour le même contrat, là on factorise. Donc il y a aussi cet avantage-là que la tech est au final, c'est autant notre accompagnement que notre tech qui va apporter de la valeur. Il faut le faire comprendre effectivement au client. Et puis un accompagnement qui est réussi, il ne faut pas oublier aussi, c'est super important, mais ça veut dire derrière montrer les résultats concrets et chiffrés avec des données. Et donc ça veut dire aussi derrière sûrement plus de budget après. Ou un budget qu'on va garder au moins. On va sécuriser. Donc, on va sécuriser. Donc tout ça enchaîne en fait une expérience qui est. C'est des projets hyper structurants pour tout le monde. Ouais, voilà. Que ce soit pour une DJ ou une entreprise. Pour l'entreprise autant que pour la DJ. Voilà. Tout à fait. C'est ça on va arriver sur la fin de l'émission. Peut-être un dernier mot très rapide. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous pensez aujourd'hui des avancées, des progrès de l'intelligence artificielle? Quels sont les. Parce que là, on était dans du très concret dans ce que vous avez pu voir aujourd'hui. Là, certaines entreprises sont plus avancées que d'autres sur le sujet, mais qu'est-ce que vous avez vu déjà? Est-ce que vous avez vu des applications d'IA chez vos clients sur le juridique? Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? Oui. Donc l'IA générative est très récente. L'IA existe depuis 60, je ne sais pas combien, 1960, je ne sais pas combien. L'IA générative, le fameux ChatGPT, notamment 3, 3,5, 4, c'est ça qui est vraiment splendide et qui avance à une vitesse phénoménale. Et ça rend d'autant plus difficile la question de la veille parce qu'il y a des nouvelles fonctionnalités dans tous les sens. Donc, on a déployé, il y a un client HubSpot qui a un gros CRM à San Francisco qui est le client, son équipe LegalOps est client de Calam. Et on travaille l'IA avec eux, l'IA générative, sur comment les juristes négocient et rédigent leurs contrats.
Ouais. avec une intégration d'une fonctionnalité. Ils ont aussi intégré de la fonctionnalité IA dans Chatspot, qui permet aux gens qui ont une fonction commerciale d'aller sur leur outil commercial et dire merci de me sortir une liste et d'utiliser un langage naturel pour exprimer un besoin. Et l'outil mouline et comprend et sort le tableau dont tu avais besoin, par exemple les 15 hot prospects en Italie ou je sais pas quoi. Donc c'est vraiment, ça va jamais pour remplacer des gens, parce que dans l'entreprise, ce qui va faire, ce qui est l'avantage compétitif, concurrentiel entre une et l'autre, ça va être la créativité. Ça va être l'approche différente qui permet de faire la différence. Exactement. Et l'IA n'y est pas. En revanche, le juriste qui utilise l'IA remplacera le juriste qui ne l'utilise pas. C'est exactement ça. C'est celui qui va aller sur le bouton. Est-ce qu'il a bien pensé la problématique avant, la détermination des besoins, pour que l'IA fonctionne bien. Là, on parle un peu court-termiste. Je suis plus âgé ici, je pense. Donc, par contre, on constate que c'est nettement plus puissant que ce que j'ai pu connaître en étant plus jeune, avec l'arrivée d'Internet, par exemple. Oui. L'arrivée d'Internet, c'est je fais mes recherches et je trouve des réponses à mes questions. Là, on est passé à un stade supérieur, quoi. C'est beaucoup plus concret, comme tu le dis. On peut générer carrément des tableaux, les solutions. Avant, on avait accès à de l'information. Maintenant, on a accès à des solutions grâce à ces par contre, ce qu'on ne doit pas perdre de vue, c'est que, à nouveau, c'est un peu ce que j'ai vécu dans mon expérience de DJ, qui pouvait accueillir de jeunes alternants et tout, qui au début d'Internet se disaient j'ai trouvé la solution, et c'était pas la bonne. Voilà, donc moi je reste quand même convaincu qu'à court terme, il faut garder ce côté. Je parle souvent de mon jus de cerveau. Il y a toujours un humain derrière la machine qui Est-ce que j'ai bien pensé, etc., avant d'appuyer question. sur quelques boutons que ce soit. Par contre, il est clair qu'on va carrément dans plus de solutions que d'informations. C'est la différence que je vois. Ouais, moi je suis complètement d'accord. Je pense que effectivement, ça va être un outil qu'il va falloir monter. Enfin, il va falloir aussi apprendre à l'utiliser. Et ça, je pense que le juriste ne va pas y échapper. Mais il ne va pas remplacer complètement le juriste ou l'avocat qui a aussi cette réflexion de négociation, d'interaction humaine. Et ça, on ne pourra jamais l'enlever dans une négociation de contrat. Ça restera. Mais par contre, il faut, à mon avis, vraiment que le juriste aille vraiment chercher à dompter, alors je ne sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas apprendre à utiliser ces outils. Parce que, ne serait-ce que, enfin je ne sais pas, mais personne n'a envie de faire des résumés de lois qui font 60 pages. Ça peut être un outil intéressant dans certains cas. Même pour résumer les textes, pour l'analyse de contrat, pas de le lire, évidemment, mais quand même, ce gain de temps, il est inestimable. Moi, dans mon travail de LegalOps, c'est un outil beaucoup plus puissant. Alors, je ne dis pas de rapport avec et tout, mais par exemple, je trouve ça beaucoup plus puissant que des tutos exprimés par Microsoft. Je cherche à résoudre un point avec Excel. Je peux confirmer des juristes qui n'aiment pas Excel que ChatGPT est beaucoup plus clair que la moindre notice de Microsoft. Exactement. Et on gagne un temps fou. Quand on a une idée sur quelque chose et qu'on ne veut pas oublier un point, moi ça m'est déjà arrivé de poser la question à ChatGPT, est-ce que j'ai oublié quelque chose dans tout ce que j'ai écrit? Et effectivement, j'ai oublié un truc. Donc, il m'a. Voilà, et c'est aussi un support de brainstorming. Enfin, voilà. Et donc, il faut apprendre aussi, je pense. Il y a plein de choses sur Internet, comment faire des prompts, etc. Et c'est pas bien fait. Mais c'est la jungle. Il y a déjà, comme avant, savoir faire des bonnes recherches Google. Là, il y a maintenant savoir faire des bonnes recherches sur ChatGPT, se former, etc. Après, il y aura la question de l'utilisation, parce que je ne suis pas un spécialiste du sujet, mais j'ai vu beaucoup d'entreprises au début de l'été se dire j'ai beaucoup de mes juristes ou des gens dans l'entreprise qui ont mis des choses confidentielles sur ces outils. Donc, il y a un warning qui est revenu dans certaines directions qui ont dû informer, mais qui eux-mêmes avaient des pratiques. Et c'est allé un peu vite. Il y a un souci d'éthique aussi qu'il faut avoir en tête, c'est de la responsabilité. Enfin voilà, il y a des sujets après juridiques. Tout à fait. Et parfois aussi de confiance. Parce que si vous demandez quelque chose si vous demandez à l'IA d'analyser un contrat et que après vous allez relire le contrat dans tous les cas, vous perdez l'intérêt de l'IA. Donc il faut aussi que l'IA soit parfaite, que son analyse du contrat et ce que vous attendez comme information, comme résumé, soit parfait, parce que si ça ne l'est pas et s'il manque ne serait-ce qu'une seule chose, on est quand même des juristes. Si on tombe sur le mauvais truc qui manque, c'est la catastrophe. D'où l'intérêt, c'est de poser la bonne question, de cibler. Et de ne pas totalement lâcher le rôle, ce rôle de garde-fou qu'a le juriste,
il est quand même important de le garder et d'avoir un moyen de contrôler ce que nous raconte l'IA. Super, on a un peu débordé, on a commencé en retard, on termine en retard, c'est normal, mais on a respecté notre heure. Merci à tous les trois d'être venus aujourd'hui. Merci encore. Merci C'est de un l'invitation. véritable plaisir que de vous avoir reçu. Merci. Très intéressant. J'espère que ça vous a intéressé autant que nous derrière la caméra. Je vous souhaite une très belle fin de journée et on se donne rendez-vous en octobre ou novembre. On n'a pas encore fixé la date pour le prochain épisode, mais ça viendra très prochainement. Très belle journée à tous. Merci. Bonne journée. Au revoir. Allez, Au revoir les Gallops.